Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report des élections législatives en Guinée. Ces scrutins ont été ajournés de 2 semaines par décret présidentiel. L'opposition, qui prévoit de boycotter ces élections, y voit une nouvelle manœuvre politique du pouvoir. Les compteurs sont remis à zéro au Malawi. La Cour constitutionnelle a décidé d'annuler les résultats de l'élection présidentielle de mai 2019 en raison de nombreuses irrégularités relevées, ce qui annule de fait la reconduction au pouvoir du président Peter Mutharika. Et le Togo est très sollicité sur le marché des titres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 75 milliards de francs CFA de soumission globale provenant des investisseurs ont été enregistrés par le Trésor, alors que le montant des obligations était de 25 milliards de francs CFA. En Guinée, les élections législatives du 16 février ont été reportées au 1er mars, un ajournement de 2 semaines décrété par la présidence. Les raisons de ce deuxième report en l'espace de 3 mois sont nombreuses et mettent en évidence les difficultés de la CENI à tenir son calendrier électoral. Aïssatou Bari. Initialement prévues le 16 février, les élections législatives ont été reportées au 1er mars 2020 selon un décret du président Alpha Condé, lu à la télévision nationale ce lundi 3 février. C'est la deuxième fois en l'espace de 3 mois que ces élections ont été reportées. Un processus très controversé selon les analystes. Le scénario du couplage n'est pas à exclure. Dans les conditions actuelles, si le régime de Conakry s'entête à aller à des élections couplées sans les tenors de l'opposition, il faut plutôt craindre des conséquences d'après. Et vous savez qu'aujourd'hui, le pays est en ébullition. L'opposition qui voit en ces législatives une manœuvre du président Alpha Condé qui voudrait renforcer son pouvoir avait annoncé depuis des semaines qu'elle allait boycotter le scrutin et en empêcherait sa tenue. Alors que la campagne a officiellement commencé le 14 janvier, les listes électorales n'ont été affichées que dans quelques rares préfectures. Si la volonté aussi du pouvoir est de souffler sur la braise, je pense que ce serait une manière de ne pas garantir la paix et la stabilité dans le pays. Le mieux serait aujourd'hui de tenir des élections concertées, des élections inclusives. Est-ce que ce temps de trêve observé de 2 semaines pourrait être l'occasion pour les religieux de rapprocher les positions, à amener les différents protagonistes autour de la table. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques au milieu de querelles exacerbées par la majorité et l'opposition. Toujours en Guinée, les élections législatives du 1er mars seront couplées au référendum sur la modification de la Constitution. L'annonce a été faite le 4 février par la présidence. Rappelons que la modification du texte fondamental provoque une forte défiance en Guinée, une défiance qui a engendré une série de manifestations à l'initiative du Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile qui accuse le président Alpha Condé de vouloir modifier la Constitution de 2010 en vue de briguer un 3e mandat. 5 mois, c'est le délai laissé par la Cour constitutionnelle du Malawi pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. En effet, la plus haute instance juridique du pays a annulé le 3 février la réélection du président Peter Mutharika de mai 2019. Les dés sont donc relancés puisque le président sortant avait été réélu avec seulement 159 000 voix d'avance. Ange Noménio. Les compteurs sont remis à zéro au Malawi. La Cour constitutionnelle a rejeté les résultats de l'élection présidentielle. Pour la haute instance judiciaire, le scrutin qui a eu lieu en mai 2019 n'a pas été libre ni transparent. La réélection du président Peter Mutharika est donc annulée. Si la Cour est arrivée à la conclusion qu'il fallait annuler les élections, c'est que les arguments et preuves apportés par l'opposition étaient convaincants. On a des juges maintenant qui sont très conscients du rôle qui est le leur dans le système démocratique. Et deuxièmement, ça montre aussi que les institutions qui sont en place pour assurer un contrôle
des processus électoraux sont des mécanismes qui fonctionnent. La Cour constitutionnelle du Malawi ordonne de ce fait la tenue d'un nouveau scrutin dans les 150 jours. Le parti du président Mutharika n'a pas encore réagi à cette décision. L'opposition, de son côté, se félicite de la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Que la Cour l'ait fait, c'est une excellente chose, mais elle n'est pas la première. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, ça a été la même chose au Kenya. Et cette fois-ci aussi, la Cour suprême du Kenya avait annulé pratiquement le premier tour de l'élection. Et donc, cela avait aussi permis une reprise totale des élections. Suite à la proclamation des résultats, l'opposition malawite avait saisi la justice pour dénoncer des cas de fraude. Pour de nombreux observateurs, la décision de la Cour constitutionnelle est une première dans l'histoire du pays. Également dans l'actualité, en Algérie, un décret présidentiel a été signé ce mardi 4 février pour gracier 3471 personnes condamnées. Seuls les détenus à qui il reste une peine de prison à purger de moins de 6 mois sont concernés par cette mesure. En revanche, les détenus liés au mouvement de contestation populaire Irak qui réclame le départ du système en place n'étaient pas concernés. Il serait près de 142 membres du mouvement Irak à être actuellement détenus provisoirement. Accompagner 13 500 nouvelles sociétés chaque année au Maroc, c'est l'ambition du Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat lancé le 29 janvier. Un programme destiné aux jeunes porteurs de projets. Ils peuvent désormais bénéficier de crédits à taux d'intérêt historiquement bas. Les explications de Corinne Kamsefem. Accroître l'intérêt des jeunes Marocains pour les crédits bancaires, c'est l'un des objectifs que vise le Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Un vaste programme d'aide aux jeunes porteurs de projets et aux petites entreprises lancé le 29 janvier 2020. Le dit programme est basé sur des solutions de financement à des taux d'intérêt plafonnés à 1,75% pour les bénéficiaires en zone rurale et à 2% en milieu urbain, soit les taux les plus faibles jamais appliqués dans le pays. Pensé pour renforcer la place du secteur bancaire dans la redynamisation de l'économie nationale, ce programme devrait contribuer à la création annuelle de 27 000 nouveaux postes en accompagnant 13 500 nouvelles entreprises. Les données officielles du Haut Commissariat au plan du Maroc révèlent que plus de 4 jeunes urbains sur 10, soit 43,2%, âgés de 15 à 24 ans, sont au chômage. Une situation préoccupante pour les autorités du royaume chérifien. On a mis en place un montage qui met à contribution l'ensemble du secteur bancaire et la Banque centrale. C'est des facilités au niveau du taux d'intérêt, au niveau du refinancement et au niveau de la garantie qu'on a mise en place. Et tout cela va, je pense, donner un coup de fouet assez sérieux, assez volontariste au financement des petites entreprises, des start-up et des jeunes entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs comme on les appelle. Le Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat a ainsi pour ambition d'améliorer les perspectives d'avenir et les conditions de vie de la jeunesse marocaine. Cofinancé par l'État et le secteur bancaire, il est doté d'une enveloppe d'environ 730 millions d'euros, dont 180 millions d'euros provenant du fonds Hassan II. Une ruée vers les titres togolais ont été constatées cette année sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Togo, qui participe activement aux efforts d'intégration régionale, a enregistré plusieurs soumissions provenant de différents investisseurs pour un montant global de 75 milliards de francs CFA pour 25 milliards de francs CFA d'obligations. Les explications de Amenedj. Le Togo fait bonne mine sur le marché financier UMOA titre après avoir excédé une souscription fixée à 25 milliards de francs CFA. Le pays ressort ainsi avec une couverture de 296% en hausse par rapport à la précédente sortie, marquée par un taux de 276% des bons assimilables du Trésor, titre de créance à court terme émis par l'État par voie d'adjudication. Lorsque un État émet un emprunt obligataire, l'État doit avoir un agrément au niveau du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Après avoir vérifié la
la garantie de solvabilité de l'État et en termes notamment de défense au désistement de cet État, que le Conseil régional alors donne un visa pour permettre alors à cet État d'aller sur le marché obligataire. C'est ce que le Togo a fait en respectant les procédures en bonne et due forme. En 2020, le pays est à sa deuxième opération, cette dernière ayant abouti à une collecte de près de 75 milliards de francs CFA, correspondant au triple du montant sollicité. Toutefois, les autorités ne se contenteront que de 27,5 milliards de francs CFA pour combler les besoins de financement du budget 2020 de l'État. Le Togo peut lui reverser le surplus, mais en payant des pénalités. Parce qu'en mobilisant des ressources au profit du Togo, ces opérateurs économiques ont renoncé à des investissements et en le confiant au Togo, le préjudice financier que ces investisseurs auraient subi, le Togo doit, dans le cadre d'un règlement amiable, les restituer. Au Togo, la croissance du produit intérieur brut réel devrait atteindre 5% en 2019 et 5,3% en 2020 dans l'hypothèse d'une résolution de la crise politique et d'un rétablissement des investissements publics et privés. Le Bénin abrite pour la première fois le rendez-vous culturel international dénommé le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, un événement qui se tient du 1er au 29 février dans la commune d'Abomey-Calavi et qui célèbre l'histoire commune des Afro-descendants de toute la diaspora africaine. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La commune d'Abomey-Calavi au Bénin symbolise le point de retour des Africains et des Afro-descendants en Afrique. Après des décennies de vie loin de la terre qui a vu naître leurs ancêtres déportés au temps de la traite négrière, des Africains et Afro-descendants ont décidé de revenir au bercail afin de contribuer au développement de l'Afrique. Cette pensée se matérialise à travers la célébration du mois de l'histoire des Noirs en Afrique du 1er au 29 février 2020. Les festivaliers entendent poser des actes concrets pour les années futures. Abomey-Calavi est désormais le temple des Afro-descendants. Je caresse l'idée et le doux rêve que le Bénin soit le premier pays de l'histoire en Afrique qui officialise le mois de l'histoire des Noirs. Ils ont vécu dans un environnement où un certain nombre de choses qui structurent la vie de l'homme ont évolué. C'est pour cela justement que nous voulons rester avec eux pour que dans cet élan de générosité, dans cet élan de partage, de solidarité, de réparation, de pardon, que nous puissions aussi faire un transfert de compétences. Le mois de l'histoire des Noirs, célébration vieille de 50 ans aux États-Unis, a été introduit en Afrique par Mélina Seymour, fondatrice de l'ONG Africa Mondo. Il s'agit d'un événement citoyen à caractère participatif, incluant des activités scientifiques, touristiques, culturelles et artistiques pour assurer la révélation des talents. Nous avons surtout le devoir d'avoir une terre, la terre-mère nourricière, et que nous devons y faire couler de nouveau le lait et le miel. C'est ça la mission. La mission, c'est de créer le bonheur, parce qu'il nous a été donné, et aujourd'hui nous devons le restaurer. En dehors du Bénin, le mois de l'histoire des Noirs s'effectue aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad et aux Comores, sous l'impulsion de l'ONG Africa Mondo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.